radioscoop.com. La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Et avec Géraldine Vosner, rédactrice en chef au Point, et Jean-Marie Colombani, que vous retrouverez demain dans l'émission Commentaire à 8h avec Jean-Claude Casanova. Bonjour tous les deux. Bonjour. Merci à vous d'être là comme chaque vendredi. On va poursuivre avec ce séisme au Royaume-Uni. Le prince Andrew, qui d'ailleurs n'est plus prince, arrêté hier par la police pour des soupçons de faute professionnelle dans l'exercice de fonctions publiques. Il fallait au moins un Windsor pour faire rebondir l'affaire Epstein, mais en vérité, il n'est pas arrêté pour ça. Il est arrêté parce qu'il aurait divulgué des secrets dans le cadre d'une sorte de diplomatie parallèle, quoi. C'est d'une façon collatérale qu'il est rattrapé par l'affaire Epstein, parce que le cœur du délit, c'est-à-dire la traite d'esclaves sexuels, c'est pas ce qui lui est reproché là. Ce qui lui est reproché, c'est qu'il était le représentant officiel de la couronne pour les questions de commerce international. Donc ça fait partie du soft power anglais, ça, britannique, c'est-à-dire qu'on met en avant des princes et des princesses et ça facilite les échanges, ça facilite les grands contrats, et ainsi de suite. Sauf que les Britanniques se sont aperçus qu'ils monnayaient au fond ce qu'il apprenait ou ce qu'il savait avec Epstein. Et donc, en donnant à Epstein des informations, et peut-être aussi y avait-il des retours sonnants et trébuchants. Et donc, c'est ça qui fait qu'il est mis en cause. Alors, c'est un drame multiple, parce que la reine doit se retourner dans sa tombe, parce qu'il était le fils préféré. Et il était le fils préféré de la reine parce qu'il a été le bébé qui a permis au couple de se reconstruire, puisqu'il y avait de sévères tensions, de grandes tensions entre Élisabeth et son mari, le prince Philippe, et que la réconciliation du couple s'est faite par cette naissance. Donc, c'est pour cela qu'il était le fils préféré de la reine Élisabeth. Et donc, et ça entache tout cela, parce que ça retentira peut-être un jour sur Élisabeth. Enfin, parce qu'il n'est pas impossible qu'elle ait couvert des dérapages ou des elle avait déjà payé pour l'indemnisation au fond d'une des victimes, de la victime principale du prince, qui ensuite s'est suicidé. Donc c'est une affaire à tiroir, et c'est une affaire qui entache très lourdement l'image de la monarchie, parce que c'est quand même le cœur de la famille royale, et donc c'est vraiment quelque chose qui peut ébranler la monarchie elle-même, d'autant que il y avait déjà eu un premier épisode catastrophique pour lui, qui avait été sa fameuse interview à la BBC, où il avait tenté de se défendre. Il s'était très maladroitement défendu. Il était interviewé par une journaliste très fameuse, mais qui est républicaine, qui était contre la monarchie. Donc le courant anti-monarchique et républicain va, à mon avis, pouvoir accélérer dans les jours qui viennent. Géraldine Vosner. Non, je pense que ça va bien au-delà des frasques sexuelles d'Epstein, pour le coup. Là, on parle de haute trahison. Enfin, faut voir ce que ça renvoie. Il avait des rencontres officielles à Hong Kong, à Singapour. Il sortait de ses rendez-vous. Il envoyait des informations à Epstein. On a retrouvé les emails. Il lui a transféré des documents confidentiels sur des opportunités d'investissement, notamment pour la reconstruction de l'Afghanistan, etc. Donc en fait, c'est de la corruption, quoi. Enfin, il a utilisé sa position pour permettre à ses amis de s'enrichir, sans doute. Vraiment les copains et les coquins. Voilà. Qu'est-ce qu'il en a tiré en retour, on l'ignore, mais l'enquête va être vaste, parce que, et c'est là où c'est tragique pour la couronne, il a occupé cette fonction pendant 10 années. Et ça montre en fait la légèreté avec laquelle la couronne a pu laisser quelqu'un dont les frasques étaient par ailleurs connues, s'occuper de ce type d'affaires. Finalement, personne n'allait mettre son nez dedans. Enfin, donc oui, ça fragilise la couronne de façon très lourde et très grave. Et ça peut rebondir sur tous les membres de la famille royale, dans le sens où personne ne peut croire une seconde qu'ils se sont pas posé la question un jour de l'incompétence de cet individu à un poste aussi stratégique. Surtout son degré de corruption. Parce qu'il y a une question d'exemplarité, parce que les membres de la famille royale sont déjà considérés par une partie de
l'opinion comme des gens qui sont des parasites, mais c'est là... qui sont des parasites. Alors si on découvre qu'ils utilisent leur position mais c'est toute l'ironie de l'affaire pour faire de l'argent parallèle, alors là, ce sera dramatique pour toute la famille. C'est toute l'ironie de l'affaire, parce que Andrew, en réalité, était obsédé par l'argent, parce qu'il n'en avait pas. Chaque dépense doit être justifiée quand vous êtes membre de la couronne britannique. Et lui, il voyait ses amis, notamment Epstein, qui croulaient sous l'argent, les îles Vierges, etc. Il voulait de l'argent, quoi. Et donc, il va falloir déterminer de quelle manière il a pu bénéficier de ces informations qu'il transmettait. Et il l'a pas fait qu'avec Epstein. Hein. Oui. Aussi, ce qu'il y a dans les emails, c'est qu'il l'aurait fait notamment avec certains membres du gouvernement d'Azerbaïdjan. Voilà, c'est très trouble et l'enquête va sans doute révéler des... Voilà. D'autant que sa femme a joué un rôle aussi dans l'histoire, parce qu'elle était assez proche. Sa femme était assez proche de la fille Maxwell. Et Sarah Ferguson. Ils sont séparés. Oui, ils se sont séparés, mais c'est elle qui avait fait le premier lien avec Epstein. Donc voilà, on va à nouveau avoir un lot de révélations, entre guillemets, toutes plus difficiles les unes que les autres. Ce qui est assez frappant dans cette affaire, c'est qu'on va sortir de l'univers tabloïd. Je veux dire, ce sera plus le monopole des revues et des gazettes qui font l'actualité royale. Mais parce que là, pour l'instant, dans les médias, on a beaucoup parlé des affaires sexuelles, qui sont très importantes et très lourdes contre Epstein, mais assez peu finalement de la façon dont il a constitué cette fortune immense en partant de rien du tout, c'est-à-dire un petit prof de mathématiques pas diplômé. Bon, là c'est un premier volet Andrew, il y en aura sans doute d'autres. J'aimerais qu'on évoque les répercussions politiques du lynchage de Quentin de Ranc. Si j'osais un parallèle avec Charlie Kirk aux États-Unis sur le traumatisme que ça provoque chez une certaine droite et puis aussi dans l'opinion, parce que voir un jeune homme de 23 ans se faire tabasser à mort, c'est toujours désespérant, c'est toujours un drame. Est-ce que vous me suivez là-dessus ? C'est difficile, je ne sais pas, parce qu'en fait, aux États-Unis, qui est une société infiniment plus violente que la nôtre, ce genre d'événement, hélas, se produit et se reproduit à intervalles presque réguliers. Chez nous, c'est quand même, Dieu merci, l'exception. Et c'est un coup de tonnerre terrible. Et en même temps, c'est une forme pour la France insoumise, je pense que c'est une forme d'autodestruction qui s'est produite. Et je pense en même temps que pour la vie politique et pour la carrière de Jean-Luc Mélenchon, je pense que ce sera un coup d'arrêt. Parce que les Français n'aiment pas, à juste titre, n'aiment pas cette violence, et qu'il y ait eu ce lien presque organique entre un parti LFI et un groupuscule d'extrême gauche. Vous alliez dire d'extrême droite, presque. Parce qu'on a l'habitude de ce que l'extrême droite, les groupuscules d'extrême droite portent leur propre violence. Et en fait, on s'est aveuglé. Je veux dire, j'ouvre une fracture béante, mais ça fait des années qu'il y a une sorte de prime à l'extrême gauche qui est un peu... Prime, non, parce que depuis, il y a eu les Black Blocs quand même. Non, mais les Black Blocs, c'est l'ultra-gauche. Mais l'extrême gauche étudiante, ses services d'ordre, etc., comme si c'était des saints et qu'ils avaient un chèque en blanc quand l'extrême droite nationaliste, ces mouvements-là, eux, sont immédiatement catalogués. De toute façon, l'une et l'autre violence sont condamnables. Mais sur l'historique, je vous suivrai assez peu, David, parce que j'ai l'expérience de journalistes du Monde qui ont été violemment et durement matraqués par l'extrême droite et qui en ont gardé des séquelles à vie. Donc, par ailleurs, les responsables d'extrême droite qui étaient à l'origine de ces mouvements et de ces bagarres sont devenus après ministres de droite et des ministres excellents, respectables et tout. Mais bon, fin de la parenthèse. Moi, je pense que c'est un peu un arrêt. J'allais dire, c'est un signal qui peut emporter Jean-Luc Mélenchon et le stopper définitivement dans sa course vers l'Élysée. Et je pense que ça lui barre définitivement la route, me semble-t-il, je peux me tromper, mais ça lui barre normalement la route du second tour de l'élection présidentielle, ce qui change beaucoup de choses. Alors, je note ça d'une pierre blanche parce que vous êtes le plus sûr de vous, Jean-Marie Colombani, de la remise en cause quasi définitive de l'union de la gauche telle qu'on l'a connue ces dernières années avec la NUPES, le nouveau Front populaire. Et puis, vous êtes assez catégorique sur la capacité de Jean-Luc Mélenchon de rebondir. C'est intéressant
Qu'en pensez-vous, Géraldine Vosner? Vous aurez le mot de la fin. Moi, je pense qu'on se méprend si on considère ça comme un accident, finalement, dans ce parcours de la France insoumise. Et j'espère, en tout cas, que ça permettra à un certain nombre de commentateurs d'ouvrir les yeux sur la nature de cette violence. Ces gens de la Jeune Garde n'ont pas été accueillis à la France insoumise en dépit de leur violence, mais à cause de leur violence. Il faut lire un historien américain qui est devenu la bible un peu de l'ultra-gauche et des antifas, qui s'appelle Mark Bray, et qui a développé le concept de la violence préventive. C'est-à-dire qu'il écrit qu'il faut éradiquer, terrasser le fascisme naissant avant qu'ils ne deviennent dangereux. Et à la France insoumise et dans la gauche, cette notion de fascisme s'est étendue à tout, de façon très large, finalement jusqu'à Emmanuel Macron. Et ça permet de porter ce discours. Notre violence est légitime, c'est de l'autodéfense finalement contre ce fascisme qui monte. Et l'État de droit, l'État n'a plus le monopole de la violence légitime. Ce sont des gens éclairés comme nous qui doivent l'avoir. C'est le premier stade de la terreur en fait. Et ça a été théorisé et assumé notamment par Jean-Luc Mélenchon, donc je ne pense pas qu'il reniera ses députés. Au contraire. Alors et en fait on voit que ça essaime à l'écologie radicale, à d'autres courants qui ont aussi adopté ce point de vue. Je termine juste une anecdote, mais qui parle le même jour, vendredi. On a désamorcé une bombe dans la maison d'un ingénieur nucléaire qui travaille sur les déchets, pas loin de Bure. Donc on est passé à la violence physique. Il faut désarmer l'ennemi. Mes amis, je vous remercie. Nous allons désamorcer la violence avec la musique. Et puisqu'on a évoqué la famille royale d'Angleterre, nous nous quittons avec une marche de Sir Edward Elgar, tirée de la collection Pump and Circumstances.